Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille une nouvelle fois pour un live, une histoire. Ce soir, on reçoit Kuntel. Kuntel a décidé de retourner au Mali, vivre sur la terre de ses ancêtres. Elle va nous expliquer quelle a été sa démarche, le pourquoi, le comment ça s'est passé, la mise en route, comment est-ce qu'elle a préparé tout ça, comment est-ce qu'elle a pris ses marques là-bas et qu'est-ce qu'elle en tire comme enseignement. Peut-être que vous qui me regardez, vous aurez pourquoi pas envie de faire la même chose. Peut-être que vous souhaitez simplement vous renseigner. On va questionner Kuntel, on va la cuisiner tranquillement. Kuntel que je connais depuis quelques années puisque j'ai été son surveillant quand je bossais dans un collège. Alors Kuntel, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux faire une invitation s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire une invitation comme ça? Je te reçois directement. Alors, en attendant que Kuntel fasse sa demande, si vous avez des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me joindre en MP. Ah, voilà. Kuntel, elle est là. Alors, en espérant qu'il n'y ait pas de problème de réseau. Ah, ça fait plaisir. Attends, j'ai levé mon... Comment ça va? Salut Flavien, Tu vas bien? ça va et toi? Ouais, ça fait longtemps. Ça fait trop Oh longtemps. là là. Faut Quoi de... pas qu'on parle de l'époque là parce que ça va pas me rajeunir. D'accord. Tu vas bien? Ça va? Et toi, ce début d'année? Bah écoute, ça va, hein. Franchement, on est au taquet, on essaie de travailler dur et puis voilà, hein. Alhamdoulilah, bon courage. Bah, merci, merci, bah à toi aussi. Alors, Merci. comme je disais, bon, on va pas parler du passé, mais je vais simplement remettre quand même les choses dans leur contexte. Donc, moi, j'ai travaillé pour Kuntel il y a quelques années quand j'étais en fac d'histoire. Kuntel, c'était ma CPE, voilà. Une CPE qui était très, très gentille, qui avait un bon feeling avec les élèves. Ça ne me rajeunit pas, je t'ai dit. Bon, ok, Mais c'était vraiment non, c'était vraiment une belle expérience et c'était une des belles rencontres de cette expérience. d'accord. Bah, ça fait plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Du coup, on va mettre de côté l'ancienne Kuntel. On va présenter la nouvelle Kuntel, la Kuntel actuelle. Est-ce que tu peux Ah, te mais présenter? la coutelle de l'époque aussi fait partie de celle que je suis maintenant. D'accord. Donc, je vis au Mali depuis 6 ans. J'ai fait le choix de m'installer au Mali, qui est mon pays d'origine, le pays de mes parents. Je suis née en France il y a 30 plus 5 ans. Donc, j'ai étudié la sociologie et j'avais vraiment pour ambition de pouvoir travailler dans le développement et la coopération internationale. Voilà, depuis que je vis au Mali, je réussis à travailler dans ce domaine-là, chose que je n'arrivais pas à faire quand j'étais en France. On aura l'occasion de le développer. D'accord. Pourquoi le développement et la coopération internationale? Tu sais, moi, j'ai vu mes parents toujours avoir la main à la poche, le cœur sur la main pour aider autour d'eux, aider la famille restée au pays et même aider des inconnus. Et je me disais, parce que j'ai vraiment eu la chance de pouvoir venir au Mali régulièrement. Quasiment tous les 2 ans, je venais au Mali. Après, j'ai vu d'autres pays aussi. Et je voyais quand même l'écart de développement. Après, développement, c'est un terme vraiment relatif. Mais là, je vais prendre le terme développement au sens que l'on lui attribue en général. Et donc, quand je voyais ces grands écarts, malheureusement, je me disais que peut-être j'étais mieux lotie, mais surtout que je voulais contribuer d'une façon ou d'une autre à atteindre un développement optimal. D'accord. Quand tu parles d'écart, c'est l'écart, par exemple, entre la France et le Mali? Oui, la France et le Mali au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'accès à l'eau. Enfin, je vais pas te parler des ODD, hein.
mais à l'époque, il n'y avait pas les ODD. À l'époque, c'était les objectifs du millénaire. Et donc, c'est un peu dans tous ces domaines-là qui, normalement, devraient être des acquis pour les populations. Et on voit qu'en fait, les gens peuvent lutter pour y accéder. D'accord. Très bien. Et donc, du coup, pour les personnes qui sont pas très au fait, euh, qu'est-ce que tu fais actuellement exactement et dans quelles conditions tu vis? Est-ce que tu as ta propre maison? Est-ce que tu vis avec d'autres personnes? Alors, ce que je fais actuellement, Yes. je travaille au sein du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, D'accord. dans sa représentation malienne et en tant que contrat local. Donc, quand je suis ici, je travaille en tant que malienne, pas en tant qu'expat. Donc, je suis ce qu'on appelle, non mais l'intitulé même ne veut rien dire. Je suis responsable de la cartographie des solutions au D'accord. sein de l'accélérateur Lab. En fait, l'accélérateur Lab, c'est une nouvelle approche du PNUD qui vise à accélérer l'atteinte des objectifs du développement durable. Pour ceux qui D'accord. connaissent pas les objectifs du développement durable, vous pouvez aller sur Google là en attendant. Il y en a 17, il y en a beaucoup. Et donc, en fait, c'est tout ce que je disais par rapport à santé, assainissement, égalité des sexes, D'accord. changement climatique, etc., etc. Donc, moi, je travaille dans ça. Et le but, à travers la cartographie des solutions, c'est de voir auprès des communautés elles-mêmes ce qu'elles font pour atteindre leur développement, pour accélérer leur développement. Donc, admettons qu'on aille, je sais pas, dans un village et qu'on voit que qu'ils ont un défi par rapport à, à l'eau et qu'ils réussissent à trouver le moyen de filtrer l'eau par eux-mêmes sans un appui technique et financier. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on repère leurs propositions. On essaie de voir dans quelle mesure on peut le tester pour par la suite tenter de le mettre à l'échelle. Ok. Et en plus, donc les accélérateurs lab font partie d'un réseau au niveau global qui touche la plupart des pays couverts par le PNUD. Et donc là, à ce jour, on est 92 accélérateurs lab. D'accord. Et est-ce que tu peux peut-être juste donner une définition de CNUD rapidement? PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Ça roule. Très bien. Alors, tu en as parlé déjà un peu en introduction, mais si tu devais résumer le pourquoi tu es parti. Alors, j'ai quitté la France. Bon, je vais pas reprendre les termes de Sarkozy, hein, quand il a dit la France, tu l'aimes ou tu la quittes, parce que la France, je l'aime. J'ai quitté la France pour deux raisons. La première raison, c'était que je trouvais pas un emploi à la hauteur de mes compétences et de mes aspirations. J'ai étudié la sociologie et je me suis intéressée aux questions de développement et notamment aux questions de migration. Et en France, je trouvais pas ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est rencontrés, toi et moi, et que je me suis retrouvée à travailler dans l'éducation nationale. Et j'aspirais pas à être CPE toute ma vie, à devoir passer des concours. Non, pour moi, c'était vraiment une expérience ponctuelle. Euh, L'avantage, c'est que j'ai la double nationalité. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter? Et ce n'était pas la première fois que je tentais, en fait. C'était la deuxième fois. La première fois, j'étais moins équipée. Je sortais tout juste de mes études et je me dis, allez, viens, je pose mes études, je pose mes bagages et je vais trouver du travail. Et en fait, non, ça marche pas comme ça. Il faut quand même avoir une certaine expérience professionnelle. Là, j'en avais une petite. Je suis venue. Voilà, c'était ça la première raison. Et la deuxième raison, et en fait, c'est même pas la deuxième raison, en vrai, c'est la première raison, c'est que je souhaitais travailler, comme je l'avais dit tout à l'heure, dans le domaine du développement et de la coopération, et surtout pouvoir contribuer au développement du Mali. Et D'accord. donc, c'est ce qui a orienté mes études à la base et qui a fait que, ben, en 2000, c'était 2010 ou 2011? Ouais, fin 2010,
début 2011, j'avais tenté de venir au Mali, de m'installer. Je suis venue comme ça. Pourquoi ça n'a pas J'ai marché? pris parce que j'avais pas l'expérience. Je sortais tout droit des études. J'avais juste une petite expérience d'assistante d'éducation, quelques enquêtes ici et là, et c'est pas avec ça que j'aurais travaillé parce que face à un recruteur, pour qu'il te donne quand même ta chance, il faut quand même un minimum d'expérience. Et là, mon expérience n'était pas assez significative. D'accord, Maintenant, et puis après, il y avait d'autres facteurs. Donc, je suis partie, je me suis mieux outillée d'accord, et finalement, ça a plutôt bien marché parce que j'étais venue au départ pour 3 mois. J'avais pris un billet de 3 mois. J'avais bien rempli mes valises. Pour moi, au début, je venais pour de la prospection. d'accord, Et par cette prospection, donc, j'allais sur des sites de recherche d'emploi et je candidatais. Et il y a des candidatures, et notamment une candidature qui a été fructueuse et qui m'a laissé ma chance. Et on m'a expliqué qu'on m'avait laissé ma chance à cause de mon projet de vie, en fait, et que je les avais touchés. hmm, Et donc, j'ai travaillé au sein une fondation politique allemande hmm. qui s'appelle la Friedrich Ebert Stiftung. Ouais, c'est Et cool. au début, j'ai travaillé en tant qu'assistante de programme. Donc, c'était pour 6 mois et demi. Donc, pour moi, peut-être au terme de ces 6 mois-là, peut-être que je rentrerai en France ou sinon je chercherai autre chose. Eh ben, ils m'ont bien apprécié, ils ont bien apprécié mon travail et finalement, la collaboration s'est transformée. J'ai gagné en grade, je suis devenue chargée de programme et là, je travaillais sur les questions de paix et de sécurité, puis sur les questions de médias et de jeunesse et de réconciliation nationale. D'accord. Ah ouais, c'est... Donc, ce qu'il faut D'accord, comprendre aussi, c'est que en 2014, peut-être que c'était un peu plus simple pour des parcours comme le mien, d'accord. avec une formation en sociologie, on te dit sociologie, avec sociologie, tu trouves pas de travail. Hmm, Donc, avec une formation en sciences sociales, de trouver du travail parce qu'on était en pleine crise. Et on d'accord, est toujours en pleine crise. Et donc, il y avait plein d'opportunités, plein de budgets qui étaient alloués à des organisations qui ont créé de l'emploi. d'accord, je comprends. Et D'ac- voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que pour tout, parce que pour beaucoup de personnes, retourner dans le pays de ses racines, c'est un acte militant. Est-ce que ça l'est aussi pour toi? Déjà, moi, je dis même pas retourner parce que c'est pas un retour. Ok, Je suis venue. J'ai jamais vécu ici. Je venais juste pour les vacances. Donc, je suis d'accord. venue. Ok, Euh, un acte militant, ça dépend. ok. On peut le considérer comme tel parce que, ben, c'est sûr que j'avais peut-être certaines facilités là-bas. Là, par exemple, je te disais quand tu me sollicitais que fallait prier pour qu'il n'y ait pas de coupure de courant. Mais après, moi-même, je me suis porté la poisse et j'ai eu 37 heures de coupure de courant. Ouais, Et donc, faut jouer avec ça. Faut jouer aussi avec le fait de ne pas avoir régulièrement de l'eau. Mais moi, après, je dirais que c'est un choix de vie. De l'autre côté, sur d'autres aspects, j'ai une meilleure qualité de vie. Par exemple, moi, je suis musulmane. Il était inconcevable pour moi de pouvoir prier à mon travail. hmm, Il n'y avait pas cette possibilité-là, ou sinon il fallait se cacher ou quoi, ou même avoir un foulard sur la tête. On va l'assimiler à un turban, on va l'assimiler à un voile, et hop, tout de suite tu vas être indexé et tu peux pas vivre comme tu l'entends, hmm, ta façon de penser ta religion et de vivre ta religion. hmm, Moi, en venant ici, il y avait aussi ce but-là de pouvoir pratiquer ma religion comme je l'entendais. hmm. Et je me souviens que quand je suis venue ici, Mhm. j'étais super contente d'entendre l'appel du muezzin le matin. Je me disais oh là là, enfin, tu vois. Mais après, c'est un choix de vie et on fait en fonction des opportunités qui se profilent. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire. D'accord. Donc pour les personnes qui ne savent pas, le Mali, c'est un pays musulman, c'est ça?
La religion d'État? À majorité, c'est un pays laïque, à majorité musulmane. Il y a plus de 90% de la population qui est musulmane. Après, on a des catholiques et on a toute autre religion. D'accord, ok, ça marche. Alors, du coup, tu m'as dit, d'un côté, c'est un peu un acte militant. Est-ce que c'est uniquement d'un point de vue religieux ou est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a autre chose aussi? Bah, le militant, militant dans le sens de s'engager pour le développement de son pays, de vouloir D'accord, apporter sa pierre à l'édifice. C'est plutôt dans ce sens-là. d'accord, très bien, je vois. Et un petit peu se sacrifier. Moi, je t'ai dit, quand tu vis sous plus de 40 degrés pendant une certaine période, j'ai envie de te dire que c'est quand même militant. Mais c'est important pour toi, cette démarche de sacrifice, enfin, se sacrifier pour son pays, c'est important? C'est un acte, Ben, est-ce que c'est un acte, est-ce que c'est un acte patriotique? oui, ben oui, il y a du patriotisme dedans. Ok, C'est que si je n'aimais pas ce pays, si je ne croyais pas en ce pays, je ferais pas la démarche de m'installer ici. Ensuite, ouais, non, 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 c'est un choix. Je sais même pas si c'est un sacrifice parce que de l'autre côté, je reçois tellement. hmm, Et en fait, ça fait partie de ma philosophie de vie. Moi, j'ai toujours vu mes parents donner en étant loin. Bah, moi, j'ai décidé de donner en étant près. d'accord, je vois très bien. Alors, juste pour revenir sur un événement que tu nous as expliqué tout à l'heure, que donc tu y étais allé une première fois et après tu étais rentré. Est-ce que au moment où tu es rentré en France, est-ce que tu as eu un sentiment est-ce que tu as ressenti un sentiment d'échec? Est-ce que ça a été facile peut-être de l'expliquer à la famille avec laquelle tu vivais là-bas? Enfin, comment est-ce que tu as pris le truc? Euh, c'était, c'était pas un échec, c'était une déception. D'accord. C'est quand on sort de l'adolescence, du début de l'âge adulte, des études. On a une certaine façon de penser la vie, on est en mode hippie et tout. Et on se dit que tout est facile, tout est simple, tout ça. Et en fait, ça a été une belle leçon. Moi, mais quand j'expliquais à mes parents que que je comptais venir, mes parents m'ont dit, va, vis et deviens, tu vois. Et on t'observe et dans tous les cas, nous, on sera là pour t'aider à rebondir au cas où ça ne marcherait pas. Et donc, D'accord. heureusement que j'avais ces filets-là. Et c'est parce que j'avais ce type de filet-là que j'ai pu me permettre de faire certains choix. D'accord, je comprends. Donc, non, non, c'était pas un échec. C'était une désillusion déjà. Parce que D'accord. là, j'ai compris que le Mali de mes vacances, c'était pas du tout le Mali de la vie, le Mali de l'installation, le Mali pour trouver un travail. Hmm, Et je suis revenue encore plus aguerrie. hmm, d'accord. Et justement, bon, c'est une question que j'avais prévue un peu pour plus tard, mais quelle est la différence entre le Mali des vacances et le vrai Mali? Parce que, enfin, moi, c'est comme moi, quand je vais au Sénégal, finalement, je connais le Sénégal des vacances. Mm. C'est quoi la différence? Déjà, c'est en termes de moyens. Quand tu pars pendant les vacances, tu ne dépenses pas de la même manière que quand tu vis. Quand tu pars pendant les vacances, ça y est, bah, tu vas te faire plaisir, tu vas moins compter tes sous, tu vas aller dans les bons coins, tu vas moins voir les réalités, les gens vont être plus disponibles pour toi. Et quand tu viens t'installer, que tu es là, on se dit, ah bah finalement, elle est là longtemps, donc on a le temps. Et ça devient New York parce que tu te rends compte que les gens n'ont pas le temps. Et quand tu es là pendant les vacances, les gens adaptent leur emploi du temps pour tout faire, pour te voir, faire en sorte que tu puisses passer un beau moment. On va pas te montrer ce qui est moins glamour. Mais après, de l'autre côté, tu sais, dans le fait de venir régulièrement pendant les vacances, ça fait que et d'évoluer dans le milieu familial naturel, ben ça fait qu'au final, tu ne vois pas tant que ça le glamour parce que tu vois les choses parce que tu vas pas passer tes vacances avec des œillères quoi. D'accord. Quand je venais au tout début là parce que
mon Mali, le Mali de mes vacances, c'est pas le Mali des vacances de mon frère. Tu vois, il y a une grande différence générationnelle. Moi, quand je venais, je me souviens que quand j'allais à Ségou, c'est la ville natale de ma mère, c'est où vivent mes grands-parents, mes oncles, les tantes et tout. C'est quand même une grande ville. Mais à l'époque, dans le début des années 90, le courant, il n'était pas là H24. Hmm. On me lavait avec l'eau du puits, la maison, elle était en banco et tout, tu vois. La télé, c'était pas toute la journée, et il y avait pas plusieurs chaînes. Là, maintenant, on a tous Canal, on a tous Internet. Donc, c'est tout de suite plus simple. Et en fait, aussi dans le fait d'être loin des siens, quand je parle des miens, là, je vais parler de ceux qui sont en France, ben, Internet nous rapproche. Hmm. Moi, mes parents, là, je me souviens quand ma mère, elle enregistrait des fois des cassettes audio pour raconter des choses et les envoyer à ses parents, où fallait envoyer des lettres, faire la queue au niveau de la cabine téléphonique, etc., etc. Donc, tu vois, là, c'est pas du tout la même chose. Je vois. Je vois ce que tu veux dire. Alors, comme toi, enfin, en règle générale, on entend de plus en plus de personnes évoquer le sujet d'un retour dans le pays de ses racines, dans celui de ses parents. Il y a que ce soit des leaders d'opinion ou des personnes avec qui on discute comme ça. Comment tu expliques que ça ait autant le vent en poupe finalement et comment tu expliques que autant de personnes y pensent? Euh, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps. C'est surtout maintenant qu'il est médiatisé. Ok, Et en plus, on parle surtout, déjà même le terme, il n'est pas adapté. On va surtout parler des repatres qui viennent de l'Occident, mais on a plein de repatres dans les pays frontaliers en fait. d'accord. Tu Euh, peux dire ce que c'est que repas pour ceux qui... Repatres, bah c'est ceux qui font la démarche de s'installer soit dans le pays d'origine, soit dans le continent d'origine. D'accord. Donc c'est pas forcément dans le pays même. T'en as aussi en Asie. À l'époque, on appelait ça les retournants. Le terme a évolué, c'est devenu repat. Et de toute façon, on trouvera jamais la bonne définition. C'est à chacun d'entre nous de trouver l'appellation qui lui convient. D'accord. Et donc, en fait, ça, les migrations, ça fait partie de l'humain, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Et donc, dans la mesure où on a un référentiel avec le pays d'origine, pourquoi ne pas tenter de s'y installer? Il y a des gens qui le font pour des convictions, pour des ambitions professionnelles, d'autres qui le font pour des ambitions humanitaires, d'autres qui le font pour des ambitions religieuses. Chacun et même d'autres pour le regroupement familial. Donc chacun a ses raisons et c'est quand même euh, enfin, pour moi, c'est naturel en fait, que ce soit ici au Mali parce que mes parents sont originaires d'ici, ou si j'étais partie ailleurs, c'est la même chose. Sauf que là, ce qui interpelle, c'est euh, selon le prisme occidental, ça intéresse aussi parce que on est là dans toute une phase où on cherche à lutter contre les migrations au sein de certains espaces. Et là, le fait de voir les descendants de ceux dont on ne veut pas forcément faire la démarche d'aller dans le pays d'origine ou dans le continent d'origine, ben ça interpelle. Et là, on se pose des questions pour savoir est-ce que la fameuse intégration a fonctionné? Hmm. Est-ce que est-ce que on doit les considérer comme des ambassadeurs de la migration inverse, etc., etc. Il y a beaucoup de sens cachés dans le fait de médiatiser tout ça. Hmm. D'accord. Encore une fois, j'en reviens toujours à ça, mais est-ce que, parce que toi, tu as parlé d'arguments, enfin, regroupement familial, enfin, tu as cité pas mal d'arguments, mais est-ce qu'il y a aussi la volonté de se dire, mes parents, ils viennent d'Afrique, mes ancêtres viennent d'Afrique, donc ma place, elle est là-bas et
elle n'est pas en Europe. Est-ce qu'il y a il y a cette dimension-là ou pas du tout? Ou est-ce que ça, c'est finalement fantasmé par certains et puis point barre? Bon, t'as des gens, t'as un courant comme ça aussi, hein. Moi personnellement, c'est pas ça. C'est pas une question de place. C'est qu'en ce D'accord, moment même, c'est ici ma place. Mais ma place, elle pourrait être ailleurs. d'accord, je vois. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses des personnes qui estiment que finalement la place d'un noir d'origine africaine, c'est finalement en Afrique et que quoi qu'il arrive, les Noirs n'auront jamais leur place, leur place, la même place que d'autres en France et que donc du coup, si, leur salut passe par passe par le retour. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Je suis pas vraiment d'accord, hein. On a notre place partout. On a le droit d'être partout, noir, blanc, jaune, vert. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs. On fait ce qu'on veut et on a le droit de bouger comme on veut. Non, 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 il n'y a pas de place indiquée pour certains peuples. Je suis pas d'accord D'accord, avec ça. d'accord, non, non, mais très bien, très bien. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être malienne? C'est-à-dire quoi être malienne? Ça, c'est quoi ce genre de question piège? Il y a des Maliens ici, non, faut te dire. Non, 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 non. Bonsoir à vous. Bon, attends. On va dire chacun a sa définition de malienne, mais pour toi, Kuntel Khan, c'est quoi être malienne, ça veut dire quoi? Mais je sais pas. Être malienne, c'est peut-être avoir la carte d'identité malienne. D'accord. Ok. Être malienne, c'est lutter pour obtenir sa carte d'électeur Ok. et chercher à voter. Être malienne, c'est être profondément attaché à son patrimoine, sa culture et sa famille. Là, il y a Kankou qui dit que être malienne, c'est aimer le Mali. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Et je trouve qu'elle a bien résumé. Elle a bien résumé. Oui, c'est ça. C'est comme si tu me demandais être français, c'est quoi? Tu vois, t'as des gens qui vont dire ah c'est aimer le fromage. Bah non, c'est pas aimer le fromage. Non, mais par exemple, à Kankou, là, moi j'aurais envie de lui demander, mais qu'est-ce que ça veut dire aimer du coup? Moi, si elle me dit c'est aimer le Mali, mais c'est vague. Moi, Non mais regarde, j'aimerais savoir plus. regarde le Mali. Oui, Si tu t'en tiens à l'actualité, oui. tu vas dire, oh là là, mais ce pays, c'est un pays pauvre, c'est un pays où il y a la guerre, il y a tout un tas de soucis, tout un tas de maux. Qu'est-ce qui va t'attirer dans ce pays-là? Bah, Alors que le Mali, c'est beaucoup plus, ouais, bien sûr. c'est beaucoup plus que ça. C'est surtout la chaleur humaine. Aimer le Mali, c'est aimer des rites, c'est aimer la culture, c'est Voilà, mais aimer. c'est ça que je veux savoir. Tu vois, c'est plein de choses. Mais quand il faut répondre à la question, c'est toi-même qui es en train de piéger les gens comme ça. Ouais, non, 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 mais ouais, être malien, c'est aimer le Mali, mais c'est aussi avoir le droit de critiquer quand on n'est pas d'accord avec certaines choses. C'est aider aussi, parce que les Maliens aident beaucoup leur communauté. Être malien, c'est être généreux. Être malien, c'est aussi Il être y a un peu de ambitieux. communisme là, hein. Ouais, non, mais il y a Il y ça, hein, a- tu sais, si tu remontes aux années 60, là, il y avait ça, hein, c'était le communisme. Bon, j'étais pas encore née, mais, mais mon grand-père me raconte tout ça. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que tu te sens encore française aussi? Ou est-ce que maintenant le Moi, cap. tous les jours, on me le rappelle. Tout à l'heure, Ah j'étais ouais? en train d'envoyer un message à une collègue Hmm. et je lui disais, ah, parce qu'il y avait des choses à finaliser et je disais, ah, attention, hein, de 20h à 21h, je vais pas être disponible. Elle dit, toi, à la fois, arrêter avec ton toubabouya, là, tu vois, toubabou, le fait d'être toubab. Ouais. Euh, Tu peux tu vois, expliquer pour ceux qui connaissent pas? bah, le toubab, c'est le blanc. Ok. Donc, elle me dit, ouais, arrête avec ta blanchitude, quoi.
Hmm, avec tes manières de blanche. hmm. Parce que là, je la prévenais alors que je lui demandais de m'aider à faire quelque chose et après, je lui disais que j'étais pas disponible, tu vois. Hmm, Donc, elle me disait, ah, ça. Et même ma démarche, hmm. je marche vite, moi. Moi, j'ai pas la démarche, des femmes ici. Je me souviens, une fois, je marchais, j'ai fait un aller-retour, mais pour la personne, j'étais ultra speed alors que moi, franchement, j'essayais de me mettre à l'allure locale, hein. D'accord. Et elle m'a vu passer et après elle m'a interpellée et elle me dit, hé ma fille, toi là pourquoi tu te dépêches? Il y a un problème? Et après je dis, non 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 vraiment il n'y a pas de problème, c'est ma façon de marcher. Elle a dit, ah d'accord. Mon accent, tu sais des fois je n'ai même pas besoin d'ouvrir la bouche qu'on sait tout de suite que je suis pas d'ici. Donc si, je suis totalement française et maintenant quand je pars en France, j'appelle ça le bled en fait parce qu'à l'époque quand je venais en vacances, je disais ah je vais en bled en parlant du Mali et maintenant quand je vais au bled, c'est en France. D'accord. Et le fait d'être considérée comme une Française, est-ce que c'est quelque chose enfin, qui fait mal au cœur? Ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement... est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui peut être lourd, qu'on te renvoie toujours à ton peut-être au côté français ou à tes origines françaises, alors que du coup, toi, tu étais sur place, tu étais malienne, enfin, tu donnes tout. Est-ce que c'est pas, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté frustrant? Ça dépend. Ça dépend. Quand on est sur les débats sur la binationalité, alors c'est sûr que ça va être frustrant parce que là, on va toujours remettre en cause notre identité. Mais en fait, C'est-à-dire? ben, je vais pas parler de ce genre de choses, mais Non, il y mais c'est a des fois, important. des fois, il y a des relents nationalistes D'accord. ou quand, par exemple, il y a des nominations au sein du gouvernement avec des personnes qui ont la double nationalité, la triple nationalité ou qui viennent de l'extérieur, et on va les indexer en supposant qu'ils ne sont pas là pour défendre les intérêts du pays. Mais à partir du moment où tu intègres un gouvernement, par exemple, bah, tu défends forcément les intérêts du gouvernement pour lequel tu travailles. D'accord. Mais je vais pas trop parler de ces choses-là parce que mon travail ne me permet pas Ok. de m'appesantir sur certains sujets. Mais non, en fait, moi, je suis 100% malienne, 100% française. D'accord. Donc, Alors, on peut, ça, tout ok. ça fait partie de mon identité. D'accord. Alors peut-être pour revenir à la question initiale, est-ce que c'est pas parce que moi je sais qu'au Sénégal par exemple, je l'ai vécu et ça m'a parfois saoulé qu'on me renvoie, enfin tu vois enfin quoi que je fasse, je suis toujours le toubab. Est-ce que toi, est-ce que toi, du fait même qu'en plus tu fasses la démarche d'habiter là-bas, est-ce que c'est pas relou parfois? Non, on me le sort pas tout le temps, hein. Ok. On me le sort pas tout le temps. De temps en temps. Après, ça dépend comment on le dit aussi. D'accord. T'as des gens qui vont te le sortir pour chercher à te piquer. D'accord. Mais t'en as d'autres, il y a rien de mal dedans. Ça fait partie du langage ou même, tu vois, à quelqu'un d'autre qui n'est pas, qui n'a, juste parce que il va avoir certaines manières, qui va être super délicat sur l'hygiène, on va dire que c'est un toubab. D'accord. Donc non, ça dépend de qui ça vient et comment c'est dit, mais sinon ça ne me ça ne m'atteint pas plus que ça. Et puis, pardon, j'ai un accent. Je vais pas m'en défaire et ça fait partie de moi. Et je suis les deux. J'ai vécu près de 30 ans de ma vie en France. On peut pas m'enlever. D'accord. Donc voilà. Ok. Et du coup, au quotidien, est-ce que tu te sens différente ou pas des autres? Non. Mais des fois, je peux jouer sur ça. Ah, il faut expliquer. Des fois, je peux jouer sur ça. Par exemple, sur les événements sociaux. Tout le monde D'accord. connaît la chanson d'Amadou et Mariam sur les dimanches à Bamako. Bien Mais sûr. les événements sociaux, là, c'est pas que les mariages. Hmm. C'est les baptêmes, ce sont les décès, Hmm. ce sont les fiançailles, etc., etc. Et donc, des fois, certains ne vont pas comprendre que tu ne lâches pas ton boulot pour assister à des événements, alors que tu pourrais y aller en amont ou après. Mais ça, on le comprend pas forcément.
D'accord. Donc, voilà, on me prend pas la tête sur ces trucs-là parce que déjà, ça ne fait pas partie de la façon dont j'ai été éduquée. Alors, c'est sûr, je voyais ma mère partir aux événements, mais par exemple, en France, on faisait, à part si c'était les décès, on faisait en sorte d'organiser cela le week-end. Mais D'accord. ici, c'est tous les jours. Donc non, non, tu fais à ta manière. Et de toute façon, on assiste aussi à un phénomène où la société tend à changer. Et ça aussi, ça en fait partie. D'accord. Alors, j'en reviens, enfin, ça va épouser un peu une question que j'ai posée un peu avant, mais est-ce que ça a été difficile de quitter la France pour rejoindre le Mali? Est-ce que ça a été difficile? Il y a eu plusieurs moments. Il y a eu le moment où c'est l'euphorie, tu es content. Il y a le moment aussi où là, ben, il y a la désillusion. Et Pourquoi? là, tu ressens la désillusion parce que il y a des décalages entre, par exemple, au niveau professionnel, le rythme peut être différent. Peut-être que je suis peut-être un peu trop speed. J'ai pas, il fallait trouver le bon rythme. Bon, j'ai pas forcément changé mon rythme, hein, mais j'ai essayé de mieux comprendre les gens. Et donc, j'ai appris cela aussi. Donc, ouais, il y a plusieurs phases, tu sais. Ça fait 6 ans que je suis là, donc il y a des moments où je suis bien. Là, je suis en train de parler avec toi, c'est un jour où je suis bien, où je suis à fond dans mon projet. Mais peut-être que demain, tu me contactes après une certaine contrariété, je te dirais, oh là là, c'est un peu compliqué, hein. Mais en fait, chacun doit vivre sa réalité. Moi, je décourage pas les gens, mais il faut qu'ils se préparent. En fait, le fait de s'installer dans un pays, que ce soit au Mali ou même si tu es allé en Irlande, ça demande une certaine préparation. Et il faut aussi, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent ici, qui veulent venir comme des héros, mais non, non, non. Faut être aussi assez humble pour chercher à comprendre son environnement, comprendre son contexte et surtout s'adapter. D'accord. Donc, du coup, Parce que les gens vont pas s'adapter pour nous, hein. C'est à nous de faire en sorte de faire un pas vers eux. d'accord. Alors, justement, c'est ma question suivante. Tu en as déjà parlé, mais qu'est-ce que ça sous-entend s'adapter? Enfin, concrètement, j'ai envie d'aller habiter au Mali. M'adapter, ça veut dire quoi? Alors, t'adapter. Ça dépend pourquoi déjà tu vas venir au Mali. Mais déjà dans mon contexte, m'adapter, ça va être de comprendre les réalités et de m'intéresser aux réalités. Je vais évoluer avec mon entourage. Je vais pas évoluer dans un milieu d'expatriés. Tu vois? Moi, je suis une C'est locale. important de Moi, le je dire. suis une, moi, je suis une locale. T'as des gens qui restent dans un entre-soi. D'accord? C'est leur choix. Ça leur convient mieux. Moi, je préfère être dans le local, là. Au début, tu me demandais où je vivais, tout ça, et j'avais pas encore répondu. Et là, donc, c'est l'occasion d'y répondre. Et c'est comme ça, en fait, que je m'adapte et que j'apprends sur tout un tas de choses. Donc, quand je venais d'arriver, je vivais avec ma tante. Pendant 1 an, j'ai vécu avec ma tante, la grande sœur de ma mère. Et ensuite, j'ai emménagé avec mon grand-père dans la maison de ma mère. Donc moi, c'est comme si j'avais mon appartement et en bas, mon grand-père a son appartement. Mais je passe mon temps avec lui pour comprendre les choses. Par exemple, les noms de famille, à partir du nom de famille, on peut connaître l'ethnie de quelqu'un, on peut connaître et après tu vois des liens, des connexions. Et moi, c'est ce que je kiffe. Je suis parente avec beaucoup de monde au Mali, mais parce que il y avait des relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, familiales, et donc ça aide beaucoup. Et ce sont des leviers qui peuvent permettre de débloquer des situations. Si tu maîtrises pas les réalités, si tu ne maîtrises pas le cousinage à plaisanterie, il y a quelqu'un à partir de ton nom de famille qui est ton cousin à plaisanterie.
qui va te vanner, qui va te sortir une blague, tu vas le prendre pour toi, alors qu'en fait, il est juste en train de te taquiner, ben, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Mali, tout le monde est parent. Tout le monde se connaît, ses parents vraiment au sens large du terme, hein, pas au sens nucléaire du terme. Et donc, si tu t'embrouilles avec quelqu'un, fais gaffe en fait, parce qu'il y a un dicton qui dit que de ne pas chercher à savoir qui sont les gens, parce que si tu commences à chercher, là, tu vas savoir que c'est un parent et après tu vas être dans l'embarras. Donc, si tu veux faire des histoires, là, ne cherche pas les relations. D'accord. Alors, encore une Donc fois, ça fait partie de l'adaptation. L'autre d'accord. adaptation, je sais pas si c'est plutôt qu'une adaptation, c'est une préparation. C'est-à-dire que quand tu viens, faut pas venir les mains dans les poches. Si tu as la démarche de venir t'installer au Mali, il faut te préparer. Donc, c'est-à-dire que tu vas chercher à faire quelques économies, le temps de trouver soit le financement de ton projet, soit un emploi, etc., etc. De quoi pouvoir vivre en toute indépendance pendant un certain temps. De l'autre côté, c'est on a certaines habitudes, donc faut soit tu as l'argent. Bon, maintenant en plus, non, ça c'est même pas valable parce que maintenant on a tout un tas de commerces. Je me souviens à l'époque, ma mère elle envoyait des sacs de voyage avec des provisions et tout quand on venait en vacances. Et depuis là, il y a eu tellement de commerces de développés que maintenant on trouve quasiment les mêmes choses. C'est juste le prix qui va varier. Hmm. Donc non. En plus de l'adaptation, il faut beaucoup de préparation et surtout un travail sur soi. Parce que déjà, quand tu prépares un projet, tu es toujours là, en train, tu l'imagines. Donc, au premier obstacle, et Dieu sait qu'il peut y en avoir beaucoup, tu risques de mal tomber et après d'être dégoûté. Donc, faut vraiment une préparation mentale, non seulement pour supporter les conditions climatiques difficiles. Oh, et là, moi, je te parle à Bamako, hein, c'est pas dans le désert, mais de supporter aussi les coupures. Moi, j'ai pas de groupe électrogène, etc., etc. Donc, faut penser à tout ça. Et surtout, ouais, faire un travail sur soi et être humble et patient. D'accord. Alors, tu as utilisé un terme que moi je connais, mais que peut-être des personnes ne connaissent pas. Tu as dit cousin de taquinerie, c'est ça? De cousin à plaisanterie. Voilà, cousin à plaisanterie. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui connaissent pas, expliquer ce que c'est? Parce que c'est assez drôle. Enfin, c'est pas Bon, drôle. je vais pas remonter à Soundiata Keita, mais en fait, ça remonte à cette période-là où en Voilà, fait, peut-être rapidement. je vais être super rapide parce que sinon je vais me perdre et après il y a des gens qui vont dire non, tu as menti. Donc, le cousinage à plaisanterie, ça peut être entre ethnies D'accord. ou entre castes. Donc, par exemple, moi, je suis Peul. Moi, mes cousins là, j'ai beaucoup de cousins qui sont soninké. Les soninké, est-ce que vous êtes là? Donc moi, je passe mon temps à taquiner les soninké. Les dogons aussi sont mes cousins. Et après, je m'invente des cousins aussi parce que j'aime bien charrier. D'accord. T'as aussi, mais sinon, il y a, et si c'est et entre les Peuls, par exemple, ça va être les Peuls et pour les gens qui sont au Sénégal, ça va être les Peuls et les Sérères. D'accord. Donc, grosso Euh, modo, pour résumer, c'est, on va dire qu'en fonction de ton nom de famille, tu appartiens à une ethnie. Les ethnies ont certaines histoires qui sont liées avec d'autres ethnies. Et en fait, c'est ça. taquiner, c'est un peu rappeler éventuellement l'histoire qui s'est passée entre ces deux ethnies-là. Oui, parce qu'il y avait des pactes. Voilà. Il y avait des pactes de non-agression ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y avait des pactes qui font que, ben, par exemple, si j'ai un conflit avec telle personne et si je vais appeler un cousin à taquinerie pour qu'il vienne, pour qu'il intervienne, il pourra débloquer la situation à cause de ce pacte qui nous lie à Ok. l'origine. Ok, donc ce qui a précisé, c'est que taquinerie, ça veut pas dire, enfin, c'est pas forcément quelque chose de léger. Ça peut être important.
C'est-à-dire que si tu as Oui, oui, vraiment oui, un ça truc, peut être important, voilà, ouais. voilà, mais je pense que ça, c'est important de le signaler. C'est-à-dire que si tu as un conflit avec quelqu'un d'une autre ethnie ou d'une autre caste, tu peux prendre quelqu'un qui, historiquement, appartient à une caste qui est censée régler ce problème-là, qui va venir pour faire ça. C'est bien ça? C'est ça, une ethnie, ouais, ouais, c'est D'accord. ça. Alors, par rapport aux ethnies, moi, je me suis toujours posé cette question-là. Mais est-ce que finalement, est-ce qu'on peut, on va dire, vouloir l'égalité entre tous et pour autant, on va dire, plébisciter le système d'ethnie, sachant que tu peux pas Et là, c'est forcément. plutôt caste dont tu parles, là. Ok, mais sachant que, par exemple, moi, j'ai une tante ou un oncle qui n'a pas pu forcément se marier de manière facile avec quelqu'un qui était d'une autre ethnie. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Je ne sais pas si ma Euh, question est assez claire d'ailleurs. donc, alors, il y a le jeu des ethnies, mais c'est beaucoup les jeux des castes qui peuvent empêcher certaines unions, par exemple. Parce qu'on dit qu'à cause du pacte, on ne doit pas se faire de mal et que dans le cadre du mariage, ben, on se fait du mal. Ou après, ça dépend des différentes compréhensions des uns et des autres. Il y a des gens qui vont plutôt placer l'humanité, tu vois, le fait d'être humain au même niveau et donc qui vont faciliter les unions. T'en as d'autres qui vont placer la religion en disant voilà, non, on a tous les deux la même religion, faut faire des choix dans la vie, c'est soit tu dis que tu es de telle religion, et ben comme ton prochain est de telle religion, il veut se marier avec telle personne, ben t'acceptes cela. Hmm. Et t'as aussi les gens qui sont vraiment réfractaires et qui vont l'éviter. Maintenant, moi là personnellement, euh, j'ai j'ai été je me suis intéressée un petit peu à ces questions-là. On m'a appris un petit peu les choses et tout. Mais j'ai vu au sein de ma famille des mariages qui ne sont pas conventionnels. Donc après, je ne porte pas de jugement sur les situations. Hmm. Après, ça dépend. Là, quand on est dans le cadre du mariage, là, c'est propre à chaque famille. D'accord. Maintenant, c'est en termes d'inégalité, Ouais. si c'est en termes d'inégalité sociale, parce que on a des castes qui vont être considérées comme esclaves, qu'on appelle esclaves dans certaines ethnies, et qu'on leur mène, on leur permet pas d'accéder à leurs droits. Là, c'est là que ça devient problématique. Tu Hmm. vois? Hmm. Après, c'est là que c'est problématique et c'est là qu'il faut faire en sorte de militer pour les droits humains, etc., etc. Et faire en sorte que chacun puisse être dans son droit. Hmm. C'est pas facile justement enfin, de trouver le bon équilibre parce que du coup, est-ce que, enfin, je sais pas, est-ce que c'est pas aussi rentrer dans le, comment dire, dans le patrimoine des gens, dans leur manière de fonctionner? Finalement, est-ce que, ça va être assez grand, hein, enfin, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais est-ce que c'est pas comme si c'était par exemple le français ou l'étranger qui vient essayer d'imposer sa loi à des personnes qui fonctionnent d'une certaine façon. Je sais pas, tu sais, maintenant on est dans un monde mondialisé. Hmm. Donc après, il y a des droits qui sont fondamentaux. Hmm. Donc sur ça, il y a pas à discuter. Mais si D'accord. par exemple on est sur les questions d'union, c'est Hmm. pas que chez nous qu'on a ça. Hmm. Par exemple, rien qu'en France, tu peux trouver ce type de problématique entre différentes catégories socio-professionnelles. On a aussi des catégories qui restent dans un entre-soi. Donc ça, c'est à tous les niveaux. C'est sûr que ici, ça va être plus exposé et qu'on va avoir notre regard occidental sur la situation. Hmm. Mais on est dans un monde en constante mutation et donc les progrès vont avec et surtout l'accès aux droits. D'accord. Très bien. Alors, autre question qui va un peu avec ça. Est-ce que au niveau superstition, est-ce que tu as dû t'adapter aussi ou alors est-ce que en France, tu étais déjà superstitieuse, tu étais déjà, je sais pas, enfin, peut-être tu avais un marabout, j'en sais rien, ou est-ce que du fait d'arriver
Là-bas, est-ce que ça a changé quelque chose ou rien? Non, 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 moi je n'ai pas les marabouts. Je suis mon D'accord. propre marabout. D'ailleurs, vous qui nous suivez, j'essaie de me reconvertir professionnellement. Les temps D'accord. étaient durs en 2020 et je sais que je peux gagner en devenant en gagnant de l'argent en devenant marabout. Mais non, 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 j'ai jamais été intéressée par ces choses-là. Je sais qu'il y en a qui y croient, mais Parce moi, que, par exemple, si je peux me permettre de te couper, moi, je sais que si, par exemple, j'allais vivre au Sénégal, je ne pourrais pas passer à côté enfin, de tout ce qui est superstition. Ne serait-ce que parce que ma grand-mère, elle est ultra superstitieuse, mes tantes, elles sont ultra superstitieuses. Est-ce que finalement, quand tu parlais d'adaptation, est-ce que ça en fait pas partie? mais est-ce que à cause de l'adaptation, tu dois aller à l'encontre de tes convictions? En fait, moi, je vais pas chercher à faire plaisir sur certains points, hein. Quand je suis pas d'accord avec certaines choses, je ne fais pas. Je vais pas aller voir un marabout ou quoi. Moi, j'ai mon tapis de prière, je suis mon propre marabout. Si j'ai un problème, voilà, c'est réglé. Après, je juge pas les gens qui le font. Chacun portera sa croix lors du jour du jugement dernier. Hmm. Mais non, 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 j'ai pas ce genre de souci-là. Et puis, en fait, on voit à ta tête, hein. Si tu dis, si la première fois qu'on te propose, déjà, tu as des gens qui vont même pas essayer de te le proposer à cause de ta façon d'être et tout. Et ceux qui vont te le proposer, ben, il y a aussi une façon de dire ben que ça t'intéresse pas. Après, si tu veux tenter, tu tentes, hein, mais ça, c'est ton problème. Non, non, mais d'accord. Non, non, mais moi, je voulais savoir si à partir du moment bah, où on allait vivre sur place, est-ce que finalement, c'était pas normal bah, Non, parce que c'est pas tout le monde qui est superstitieux. C'est pas tout le monde D'accord. qui est dans le syncrétisme et tout, tu vois. Ok, ok. Bon, bah, c'est peut-être par rapport à ma famille. Parce que moi, quand par exemple, j'allais. Non, mais quand par exemple, je vais au Sénégal, je sais à l'heure du crépuscule, bah, on ne peut pas sortir. Parce que, soi-disant, il faut pas. Ah, Parce que toi, il y a plein de oui, petits trucs, il y a plein de petits si, trucs si, comme ça, si. quoi. Oui, ça, oui, si c'est dans ce sens-là, oui, le crépuscule, on évite. Après, bah, tu sors après le crépuscule. Mais oui, non, 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 Mais mais par exemple, quoi. si j'ai compris, j'ai compris. Euh, euh, oui, parce que c'est le moment du crépuscule, c'est un moment délicat dans dans les croyances, que ce soit dans les croyances locales ou les croyances religieuses. Hmm. Et même les croyances locales, on les considère comme croyances religieuses et ce sont des religions. Si, c'est un moment délicat et surtout, et en islam, il y a même des invocations à réciter à ces moments-là. Et on va éviter d'être dehors, on va éviter de mettre les enfants dehors et tout. Maintenant, après, si tu as des impératifs qui font que tu es dehors, tu es dehors. Oui, non, non, mais bien sûr. Mais quand tu es, par exemple, une femme mariée, on va lui dire, ah oui, il faut pas que tu sois dehors au crépuscule, quoi. Hmm. Ou même pas forcément mariée, mais on donne beaucoup ces indications-là. Par exemple, quand moi je travaille, je vais éviter et que l'heure du crépuscule approche, je vais éviter de sortir. Je vais préférer rester au bureau, mais ça c'est pour que je puisse accomplir ma prière. D'accord, très bien. Voilà. Alors, il y a Bilassoum qui me dit, c'est une question de caractère aussi. Ok, très bien. Alors, quelle est la plus belle chose que tu as retrouvée au Mali? J'en ai retrouvé pas mal, hein, mais c'est ma famille déjà. Tu sais, quand tu vis à l'extérieur, t'es sur deux chaises. Mhm, Parce que c'est pas entre deux chaises. Tu es sur deux chaises. mhm, Et donc, à certains moments, tu vas être plus sur une chaise que sur l'autre. mhm. Et moi, je pense que tu parlais d'actes militants, dans le fait de venir s'installer, mais je pense que dans le fait de venir m'installer, il y avait aussi une quête identitaire. Ok. Tu peux développer? Euh, oui, quête identitaire dans le sens où je veux en savoir plus sur moi, sur ma famille, sur mon patrimoine et profiter en fait encore des témoins de l'histoire de ma famille. Donc, parce qu'en étant à l'extérieur, on a
on n'a pas forcément tous ces rendez-vous-là avec les grands-parents quand ils vivent ailleurs. Le téléphone ne suffit pas forcément, et puis eux, c'est l'ancienne école, ils vont pas rester longtemps au téléphone. Donc il y a ça dedans. Donc moi, je pense que oui, la plus belle chose, ça a été ça. Après, les autres belles choses, ça va être des rencontres. Je me suis fait une nouvelle famille, mais là, ça va être la famille que j'ai choisie, des amis. Ok. C'est aussi à travers mon travail d'avoir réussi à accomplir certaines choses. C'est aussi avoir touché du bout des doigts certaines ambitions que j'avais, qui se concrétisent ou pas, hein, mais que tu fais. Par exemple, j'ai développé un concept d'émission de radio où là, j'essaie de faire la promotion d'initiatives de développement local et de faire en sorte de montrer le Mali en positif. Et donc, ouais, ça c'est quelque chose, c'est une des belles choses aussi que j'ai trouvé au Mali. Et ouais, mais tout, on pourrait faire une autre discussion sur ça. Bah, il nous reste, je pense qu'ils vont bientôt nous mettre un limiteur. Je crois qu'on peut pas faire plus d'une heure. Donc, je vais essayer de condenser Mhm. mes dernières questions. Le plus difficile, la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, ben là c'est encore par rapport à la famille qu'on a D'accord, laissé. d'accord. Il y a une année quand j'y suis retournée, quand je suis retournée en France, là j'ai questionné ma mère et je dis mais maman, comment t'as fait pour supporter l'aventure? Hmm. Parce qu'en fait le fait de migrer c'est une aventure. Je dis comment t'as fait? Raconte-moi. Parce que moi j'ai de la chance. Moi ici j'ai la famille parce que les sœurs de ma mère ce sont mes mamans, les frères de mon père ce sont mes papas, il y a mon grand-père, ma grand-mère, etc., etc. Donc moi j'ai tout ça, mais je ressentais le manque du pays, je ressentais le manque de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes tantes aussi qui vivent là-bas, mes oncles et tout ça, et même de certaines habitudes, de certains repères. Hmm. Et ouais, ça c'était la chose la plus difficile. Ça c'était pas au début de mon séjour, de mon installation, c'est arrivé peut-être un an après où là ça devenait difficile. Et ouais, je pense que c'est surtout ça. Ok. Est-ce que tu vois une question que je ne t'ai pas posée qui aurait pu être intéressante ou un dernier point que tu veux aborder, qui te tient à cœur? Pas spécialement, mais peut-être que quelqu'un là aurait une question. Ok, bon bah rapido avant que ça coupe, il nous reste 3 minutes. Est-ce que quelqu'un a une petite question pour Tata Kuntel? Alors, il nous reste même une Faut minute pas dire 50. tata, hein, faut pas me vieillir, hein. Bon, pardon, pour Kuntel. Il nous reste 1 minute 50. Bon, ça va peut-être faire un petit peu court, hein. Ouais, ça va Le être temps que je court, le fasse temps de taper et tout. ouais, le Mais temps que je fasse la non, conclusion. oui, en termes de conclusion, si vous souhaitez un jour vous installer dans un pays, peut-être le pays euh, dans votre pays d'origine, préparez-vous. Préparez-vous. Acceptez aussi la désillusion, peut-être un échec, parce que ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'aventure et vous en apprendrez beaucoup sur vous. Ben, peut-être que là, en fait, la plus belle chose que j'ai découverte en dehors de ça, bah, c'est moi, en fait. Je me suis découvert moi-même et D'accord, j'ai beaucoup appris sur moi. d'accord. Alors, une petite question rapido de Gaëtan qui est musicien. Quelle chanson malienne dois-je avoir dans mes écouteurs quand j'atterris au Mali? Allez, il nous reste 30 secondes. Faut écouter Ami Koita Mamaya Ok, bon bah, avec les percussions, tout ça. Ouais, je pense que c'est une belle chanson pour atterrir au Mali. ok. Est-ce que tu Merci peux le à vous répéter? d'avoir Est-ce que tu peux le répéter Ami parce que Koita, ok, Ami Koita Mamaya. ok, très bien. Écoute, Kuntel, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai passé un très bon moment. J'ai appris plein de choses.
et tu as dit des Merci à choses, toi, Flavien. tu as dit vraiment des choses très intéressantes et très importantes. Donc, ça me fait plaisir. Je te souhaite toute la réussite possible. Je trouve que tu as beaucoup de courage d'avoir eu ta démarche. Il reste 5 secondes. Donc, tu Merci beaucoup peux et merci d'avoir assisté